Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Aéropérou 603 au départ de Lima et à destination de Santiago du Chili. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo seulement pour retracer l'histoire de ce vol assez spécial qui aurait pu très bien se passer d'ailleurs, mais qui s'est rapidement crashé suite à une toute petite erreur qui aurait pu être évitée et qui aurait pu épargner la vie au passage de 70 personnes. Merci de bien vouloir attacher vos ceintures et décollage imminent. V1. Rotation. C'est à bord d'un Boeing 757, qui sort d'ailleurs de révision, que le vol Aéropérou 603 va partir de l'aéroport de Lima au Pérou. Avec 61 passagers au total et 9 membres d'équipage, il part pour un voyage à destination de Santiago du Chili. Ce 2 octobre 1996, la météo était pourtant belle, mais le souci ne vient pas du temps, mais bel et bien de l'avion. Et en particulier de la compagnie, qui apparemment n'aurait pas été des plus fiables. Dans l'avion, on recense 9 membres d'équipage, dont le commandant Eric Schreiber Ladrón de Guevara, du haut de ses 22 000 heures de vol, et son copilote David Fernandez Revoredo, avec un petit peu moins d'expérience, seulement 8 000 heures de vol, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. L'avion doit décoller de nuit, il est minuit 42 quand l'avion effectue sa rotation et part pour le Chili. L'avion n'est pas très chargé, avec seulement 61 passagers, c'est assez tranquille pour un Boeing 777 qui peut accueillir bien plus de passagers que ça. D'ailleurs, il y a pas mal de membres d'équipage dans ce vol, mais les PNC n'y sont pour rien dans le crash, je vous le dis tout de suite, je vous rassure. Le décollage se passe très bien, mais très rapidement, une première alarme se met à retentir. L'alarme, c'est celle des altimètres qui mesurent l'altitude de l'appareil. Normalement, cet avion a 3 altimètres, une pour le pilote, une pour le copilote et la dernière en cas de secours. Mais là, tous sont bloqués et inutilisables. Les pilotes n'ont donc aucun moyen technique de voir à quelle altitude ils volent. Mais c'est pas tout, parce que les pilotes, ils avaient leur vitesse au sol. Mais là, du coup, vu que l'avion est en vol, elle apparaît plus. L'avion virerait à droite selon les instruments de bord. Le pilote ordonne alors au copilote de faire monter l'avion et les pilotes enclenchent le pilotage automatique. Quand une nouvelle un petit peu plus rassurante vient enfin. Un altimètre sur les 3 fonctionne. Mais l'idée des pilotes, c'est d'activer le pilotage automatique. Mais c'est pas vraiment la meilleure des idées. Parce que le pilotage automatique, pour qu'il fonctionne correctement, il faut que 2 des indicateurs principaux soient calés sur les mêmes informations. Sans la vitesse et avec des informations d'altitude pas vraiment fiables, il refuse de s'activer tout simplement car il ne sait pas où prendre les bonnes informations. Immédiatement, le commandant de bord demande à atterrir sur l'aéroport de décollage, c'est-à-dire celui de Lima, demande à accepter car le vol est en situation d'urgence, mais l'avion ne pourra pas atterrir à Lima, ni atterrir du tout en fait. L'avion sort d'entretien et est-ce que les techniciens de l'atelier auraient oublié quelque chose? Est-ce qu'ils se seraient trompés? Les pilotes n'ont plus d'instrument de base, ce qui est problématique vu que c'est un vol de nuit et une approche à vue n'est pas vraiment évidente, malgré l'expérience des pilotes. Mais le contrôleur radar aide les pilotes quand même en leur indiquant la vitesse, qui est bonne. Cependant, l'altimètre donne une altitude qui n'est pas fiable ici, l'altitude de 7000 pieds qui a été indiquée aussi bien par le contrôle aérien et par l'avion est confirmée. Mais si elle a été véritable pendant, oui, peut-être quelques minutes, elle est maintenant totalement fausse. Petit à petit, l'avion descend et en fait, personne ne le remarque. En attendant, la vitesse est incohérente sur les instruments de bord. Les vitesses indiquent d'un côté un décrochage imminent, de l'autre une survitesse, ce qui n'est pas possible puisque le décrochage, c'est quand l'avion ne vole pas assez vite, tout simplement pour avoir assez de portance pour voler, et une survitesse, c'est quand l'avion vole trop vite et qu'il risque de se désintégrer. Et quand l'avion vole trop vite, il ne peut pas décrocher. Donc du coup, ce qui déclenche encore une nouvelle alarme. Mais maintenant, est-ce qu'elle est vraie cette alarme? Qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps que l'alarme de survitesse, c'est l'alarme de décrochage qui se met en marche. Celle-ci, on adore. Non, pas du tout. Accompagné de son vibreur de manche, toujours aussi agréable, et une alarme bruyante, perturbante. Mais alors, laquelle est vraie? Laquelle est fausse? Le commandant de bord pense que l'alarme de décrochage est fausse, sauf que le vibreur de manche n'est pas très pratique pour piloter, et les pilotes ne savent pas le pire. Si les alarmes retentissent, l'avion est bien en train de descendre et se trouve à peine au-dessus de la mer. Une nouvelle alarme vient retentir pour alerter les pilotes qu'ils volent trop bas, c'est l'alarme de proximité du sol. Les pilotes ne sont qu'à quelques dizaines de mètres de la mer, sans vraiment le savoir. Et les pilotes ne savent plus justement qui croire entre les alarmes qui se contredisent et ce qui font plutôt confiance à l'altimètre, alors qu'il s'agirait en fait de redresser l'avion. L'avion vole en fait à 200 nœuds, soit une vitesse très proche de la vitesse de décrochage. Illico y remettent les moteurs à la poussée maximale pour remonter rapidement, et les pilotes tenteront une approche avec l'ILS. Mais ils ne remontent pas assez et le contrôle aérien maintient que l'avion est bien à 10 000 pieds, alors qu'en fait il n'en est rien. Et oui, ils ont certes repris de la vitesse, mais ils sont bien trop près de la mer et ils vont certainement la toucher dans quelques secondes. Les pilotes font tout leur possible pour reprendre le contrôle et remonter rapidement, mais ils n'en ont pas le temps. L'avion se met à se cracher en pleine mer, une demi-heure après son décollage. Mais alors il s'est passé quoi du coup?
Vous allez rire, enfin, non, peut-être pas, enfin, je sais pas, mais bon. En fait, tous les instruments de bord ne donnaient pas des informations erronées. Certaines alarmes, dont celle de proximité du sol, étaient bien réelles, du coup. Mais si je vous dis que le problème était vraiment bête, c'est qu'il aurait pu être évité sans aucun souci. Vous vous rappelez au début? Je vous avais dit que l'avion sortait de révision. Avec les révisions, comme d'habitude, on protège les prises statiques et les sons de pitot pour ne pas avoir d'impuretés à l'intérieur. Parce que tout simplement, les impuretés pourraient venir perturber les calculs de vitesse et d'altitude. Donc du coup, on met des petits scotch pour les protéger. Sauf que bah là, c'est ces petits scotch qui n'avaient pas été retirés avant le décollage et qui ont conduit le vol Aéro Pérou 603 et toutes les personnes qui s'y trouvaient à un crash dans l'océan Pacifique. Voilà, les instruments ne pouvaient pas donc fonctionner correctement et avec des scotch fixés, mais bien évidemment, si certains ont pu se retirer pendant le vol, certes, qui ont pu un petit peu se décoller avec la vitesse de l'avion, arrivé à une certaine altitude, il y en a peut-être qui se sont remis et qui ont reperturbé les informations des calculateurs. Et oui, c'est à cause d'une erreur toute bête que 70 personnes ont perdu la vie dans ce crash. Voilà la rapide histoire de ce vol Aéro Pérou 603, toutes ces données ont été tirées des rapports officiels menés suite au crash de l'avion. N'hésite pas à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu, il y aura plein d'autres vidéos sur le sujet, pas forcément du vol Aéro Pérou 603, mais d'autres crashs d'avion. N'hésite pas à laisser un petit like si la vidéo t'a plu et à me dire de quel vol ou de quel avion tu souhaiterais qu'on parle, cher passager. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour la pire catastrophe aérienne du monde je pense. Ouais, enfin, il y en a qui l'appellent comme ça, donc je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. Ça va parler de... Non, je vous dis pas, je vous en dis pas plus que ça. En attendant, chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures, je vous remercie d'avoir regardé Rotation et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à la semaine prochaine.